candidats républicains, et à chaque fois ils applaudissent, ils crient, ils font des grands signes, vous les entendez encore. Et là, ce qui leur donne beaucoup d'enthousiasme, c'est surtout le convoi de Donald Trump qui est en train de passer juste à côté de moi. Ce convoi, parce qu'il vient de partir de sa résidence de Mar-a-Lago et il va se rendre juste en face, à quelques centaines de mètres de moi, au centre de convention pour sa soirée électorale. Merci Justine Jankowski et Gilles Parot qui vous accompagnent. On entend les supporters crier dans vos oreilles, donc très difficile de rester en direct pour vous. Mais tout de même, on va vous donner ces dernières estimations. Ce sont celles du New York Times avec cette fameuse jauge qui est réalisée à chaque élection présidentielle. Alors, ce n'est qu'une jauge, ce ne sont que des estimations du New York Times pour le moment. C'est cette fameuse aiguille, et cette fameuse aiguille penche du côté de Donald Trump ce soir, avec une estimation de 297 grands électeurs pour Donald Trump, 241 pour Kamala Harris. Ce sont donc les dernières estimations du New York Times, avec donc un penchant du côté de Donald Trump ce soir. Mais pour l'instant, nous le répétons sans cesse sur ce plateau, tant que les États du Blue Wall ne sont pas tombés, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, rien n'est joué. Jean-Claude Beaujour. Absolument, je pense qu'on l'a redit tout au long de cette soirée. Un scrutin, c'est 50% plus une voix, et le mode de scrutin tel qu'il est, il suffit que dans chacun de ces États, qu'elle l'emporte ou que lui l'emporte avec 50 plus une voix, il emporte l'ensemble des grands électeurs, parce qu'effectivement, c'est le système du gagnant qui emporte tous les grands électeurs. C'est la raison pour laquelle il faut rester très prudent, parce que même si Donald Trump, évidemment, est bien en avance, ça n'est pas un dépouillement national avec un seul corps électoral, auquel cas on aurait pu dire qu'il y a une sorte de raz-de-marée favorable au candidat Trump. Il va falloir maintenant regarder dans chacun des swing states, et c'est probablement pour cette raison que Kamala Harris attend et vraisemblablement avec beaucoup d'anxiété, parce que quand je disais tout à l'heure que les jeux étaient faits au sens où les électeurs ont voté et les bureaux de vote sont fermés. Maintenant, c'est le dépouillement. Parce que oui, 70 électeurs, un peu moins, 69 au regard des dernières estimations. Ces 69 grands électeurs ne sont pas si faciles que ça à gagner. Il ne suffit pas juste de quelques États. Bruno Cabane. Non, évidemment. Enfin, c'est l'un des grands enjeux, effectivement, de cette soirée. Parce que le vote populaire ne sert pratiquement à rien. Oui. Alors, il y a un message quand même derrière chaque victoire de part et d'autre. On a parlé tout à l'heure de la Floride, qui est un État très hybride en termes d'ethnie. Il y a des Blancs, il y a des gens juifs qui sont migrés de l'État de New York. Il y a une énorme communauté hispanique. Et malgré tout ce que Trump a dit contre l'immigration de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, cet État qui est devenu très cosmopolite a penché pour Trump. L'Arizona, on va voir, qui a aussi un sujet vis-à-vis de l'immigration. On va voir dans quel sens penche l'État de l'Arizona. On est dans une forme de polarisation négative, c'est-à-dire que pas tellement dans l'adhésion nécessairement à une personne, mais dans le refus absolu de son opposant. Et c'est un peu ce qui marche, ce qui s'est passé là. Oui, c'est pour ça qu'on disait au cours de cette soirée que certains, dans cette polarisation, n'ont pas forcément voté pour Trump, mais ils ont parfois voté contre les démocrates, parce que là encore, là où à l'époque, et il était dit tout à l'heure, j'ai dîné avec un ami très républicain, ça n'arrive quasiment plus maintenant, puisque les gens ne se parlent plus. Non, mais ce qui est dramatique, c'est que les gens se voient comme des ennemis, suivant que vous soyez démocrate ou républicain. Et moi, j'ai fait l'expérience avec des républicains très pro-Trump qui m'expliquaient qu'en face, c'était des ennemis qui n'auraient jamais dû naître. Au sein des mêmes familles. Jamais dû naître. Ce qui est dramatique. Donc, on ne vote pas forcément pour, on vote contre. Et c'est vrai que ce refus des démocrates, il peut s'être exprimé dans un certain nombre d'États. Mais pourtant, Kamala Harris, tout au long de sa campagne, en tous les cas au début, a essayé d'aller chercher les républicains modérés, ou en tous les cas les indépendants qui pourraient potentiellement aller voter du côté républicain, et on leur
parlant par exemple du droit au port d'armes, elle a dit très ouvertement « j'ai une arme, moi, de mon côté ». Alors, je vais avoir la faiblesse de vous dire qu'elle a aussi eu un handicap, et là-dessus, c'est comme cela, et elle fait campagne depuis le 15 juillet. Faire campagne depuis le 15 juillet, alors peut-être que pour vous, pour nous, autour de ce plateau, nous intéressons à la chose publique, on sait qui est qui, mais dans 50% des cas, les gens ne connaissent pas dans le détail les hommes et les femmes politiques, les acteurs publics, leurs programmes, leurs idées. Il faut du temps, et c'est vrai qu'elle avait face à elle Donald Trump qui a fait campagne pendant 4 ans avec les moyens et avec une liberté de ton qu'elle n'avait pas, elle, comme vice-présidente. Il y avait un autre problème dans la campagne de Kamala Harris. Remettons-nous, il y a 4-5 mois, où on avait dit que si Biden allait l'emporter contre Trump, il fallait qu'il change de vice-président parce qu'elle était encore plus impopulaire que Joe Biden. Et à partir du 15 juillet, on nous annonce que le seul sauveur de la République américaine, c'est Kamala Harris. Donc il y a des gens qui peuvent y voir une forme de manque de sincérité dans la légitimité de la campagne de Kamala Harris aussi. Pour l'instant, rien n'est joué encore. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez, 201 grands électeurs du côté de Donald Trump, 91 du côté de Kamala Harris, mais les États pivots, les États clés ne sont toujours pas donnés. Les résultats ne sont toujours pas donnés du côté de ces États pivots. On a encore quelques heures devant nous et on va vous retrouver Axel Monnier. C'est vrai qu'il y a cette jauge du New York Times qui a été publiée avec un penchant pour Donald Trump. Comment réagissent du côté d'Howard University les soutiens de Kamala Harris ce soir? Eh bien, il y a de la tension, évidemment, beaucoup de stress, surtout que les résultats sont diffusés en direct sur les écrans géants par les chaînes d'information, par l'équipe de campagne. Alors, ça a changé. Là, ils ont coupé, ils ont remis de la musique. Est-ce que c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que depuis quelques minutes, il n'y a plus les chaînes d'infos. On a diffusé le discours d'une sénatrice démocrate qui s'est imposée dans le Maryland dans une course très très serrée. Mais il faut bien voir que le New York Times donnait effectivement un léger penchant pour Donald Trump. Le Washington Post, lui, penchait légèrement vers Kamala Harris. Les choses s'équilibrent, c'est très compliqué. Il y a encore beaucoup de résultats, beaucoup d'incertitudes. Donc on va voir, il y a notamment par exemple l'Iowa qui a été donné par ABC comme étant donné gagnant pour Donald Trump. L'Iowa, c'est un État qui il y a quelques jours a fait parler parce que c'est un État ultra républicain. L'un des derniers sondages donnait une possible victoire de Kamala Harris. Ça avait vraiment boosté, gonflé le moral des démocrates parce que ça aurait pu permettre vraiment une victoire large de Kamala Harris. Ce que ça veut dire, ce n'est pas important, ce n'est pas pour les démocrates, ce n'est pas un État sur lequel ils comptaient. Ça veut juste dire qu'il n'y aura pas de large victoire pour Kamala Harris. En tout cas, voilà, l'état d'esprit ici, c'est beaucoup de tension à mesure que les résultats tombent. Mais tout le monde sait aussi que ça peut être très long et que ça reste très serré. Merci beaucoup Axel Monnier et à Alexandra Poupon qui vous accompagne. Christopher Mesnou, on vient d'entendre Axel Monnier sur le campus de Howard University. Oui, alors tout en m'abstenant de dire que quelqu'un va emporter cette élection, je consulte quand même les pages du New York Times et ils annoncent que pour la Géorgie et pour la Caroline du Nord, c'est très vraisemblable que Donald Trump l'emporte. Et ce sont deux des États pivots. Deux des États pivots, deux États clés. On verra en fonction de notre partenariat avec ABC News, puisque c'est eux qui nous valident clairement nos résultats du côté de TF1 LCI. On verra dans un instant si la Géorgie et la Caroline du Nord basculent d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, les États du Blue Wall ne sont toujours pas donnés. Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, encore 3 États qui vont également faire pencher la balance du côté démocrate ou du côté des républicains. C'est en tous les cas vraiment le questionnement de ce soir, des États clés qui pourraient aussi le faire basculer le camp démocrate dans le camp des perdants. Jean-Claude Beaujour. Oui, je crois que là où nous en sommes
il y a une tendance qui est manifeste en faveur de Donald Trump. Il y a un certain nombre d'États, on parlait de la Géorgie à l'instant, on parlait de la Caroline du Nord immédiatement. Vous savez, on peut évidemment, on s'est beaucoup focalisé sur la Pennsylvanie, mais une élection, un corps électoral, bien qu'on ait dit là encore que c'est pas un corps électoral national, il n'en demeure pas moins qu'il y a un mouvement d'ensemble. Et si on a bien vu que la Floride est passée à Donald Trump avec plus de 15 points, si la Géorgie tombe, si la Caroline du Nord tombe également entre les mains de Donald Trump et que l'Iowa est demeuré républicain, il n'y a pas de raison qu'il y ait une sorte de repli considérable de la Pennsylvanie. Il y aura vraisemblablement, sans préjuger du résultat, mais il y a évidemment à cet instant, il y a évidemment un mouvement d'ensemble qui commence à se décider, commence très clairement à se décider. Il y a une tendance et il y a effectivement des niveaux très hauts dans les États républicains, ça c'est clair. C'est bien au-delà des espérances de Donald Trump. Alors, il ne faut pas oublier que pour l'instant, on n'a pas les résultats de la côte ouest. Bien sûr. On a la Californie avec 55 grands électeurs. D'ailleurs, le dernier tweet de Donald Trump, c'est aller voter en Californie, puisqu'il l'attend également. Bon, la Californie qui est un État démocrate. Hein. Il y a peu de risques que la Californie tombe rouge. Néanmoins, ça va réduire l'écart actuel qu'on voit entre Trump et Kamala Harris. Bien sûr. On est dans le blue shift très habituel. Simplement, là, il faut vraiment se demander si le mirage rouge est vraiment un mirage ou non. C'est la vraie question du moment. Puisque il y a tout de même cet État dont on parlait tout à l'heure, l'Iowa, avec les sondages qui donnaient Kamala Harris en tête. Un sondage extrêmement important tout de même, qui a été repris plusieurs fois, avec notamment le vote des femmes. Ce sujet du droit à l'avortement qui avait également poussé les femmes à potentiellement voter pour Kamala Harris. Et là, on se rend compte que non, l'Iowa tombe aux mains de Donald Trump, Jean-Claude Bruch. Oui, mais c'est ce qu'on... Alors, souvenez-vous qu'on dit toujours, un sondage n'est qu'un sondage, parce qu'effectivement, au moment du vote, l'électeur a sa liberté. Ça montre bien que dans un sens, et Donald Trump l'avait bien compris, dans un sens comme dans un autre, c'était pas joué. Et c'est la raison pour laquelle il a fait campagne jusqu'au bout. Et il a continué à faire campagne parce qu'il sait bien qu'il avait besoin, enfin, en tout cas, si ce qui se dessine se produit, gagner, c'est une chose, mais il avait besoin d'être conforté. Il avait dit qu'on lui avait volé l'élection. Ça sera pour lui une façon de dire, vous voyez, la dernière fois on me l'avait volé et que cette fois-ci on m'a rendu mon honneur et sauf. Et il y a autre chose qui est important, on n'a pas encore une fois à mon avis le chiffre exact, mais c'est le taux de participation. Manifestement, le taux de participation est historique. On est à plus de 80%. Je ne sais pas exactement quel est le taux exact, je ne l'ai pas là sous les yeux. C'est-à-dire bien au-delà du taux qui était déjà historique à 66% en 2020. C'était la plus haute participation depuis 1900. Là, on bat tous les records, ce qui est évidemment, quel que soit le président élu ce soir dans les jours à venir, une forme de légitimité. La Pennsylvanie, on l'apprend à l'instant que dans un des comtés de Pennsylvanie, ils vont devoir compter à la main les bulletins de vote parce qu'il y a eu des problèmes au niveau informatique. Alors, ça rappelle une autre jurisprudence, et non pas celle de 2020 ou de 2016, mais de 2000, où effectivement, rappelons-nous, on a fini par compter à la main et hanging chads et toutes ces aberrations du système électoral américain. Et en fin de compte, c'était la Cour suprême, pas trop loin de là où on est actuellement, qui a donné, et le mot n'est pas trop fort, donné l'élection à George W. Bush. Donc il se peut qu'en Pennsylvanie ou dans un autre État, peut-être la Pennsylvanie, on va être obligé d'avoir recours à un tribunal qui va trancher dans un sens ou dans un autre. Et la Cour suprême est assez différente, évidemment, maintenant, que ce qu'elle était en 2001. C'est encore plus à droite maintenant. Oui, parce que Donald Trump a nommé plusieurs juges à la Cour suprême. 3 magistrats. Oui. Mais il y a également des problèmes du côté du Michigan, je le vois du côté de CNN, également quelques problèmes, notamment dans certains bureaux de vote, avec un retard après des alertes à la bombe du côté du Michigan. Ça, vraiment, pour le Blue Wall, ça va être quelque chose d'assez compliqué. C'est certain que tout à l'heure, on disait que ce sont des incidents qui peuvent arriver, mais compte tenu du contexte, compte tenu de la compétition
opposition qui est très dure. Et puis derrière, on peut aussi se dire, quelle que soit la dynamique qui soit favorable à Donald Trump, je pense que Kamala Harris a aussi à cœur, aura à cœur de sauver malgré tout sa candidature et donc de limiter la casse si malheureusement, enfin si cette dynamique venait à se confirmer. Et donc oui, les démocrates seront très 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 vigilants sur la gestion de ces incidents et jusqu'au bout. Et je ne pense pas aujourd'hui que les démocrates, si on était dans une configuration identique à celle de Gore Bush, 2000, je ne pense pas que les démocrates renonceraient aussi vite. 22h50 ici à Washington, 4h50 à Paris. C'est l'heure du point sur les derniers résultats avec vous, Mathieu Karman. C'est en descente. Et ça avance, Margot. Les résultats se précisent petit à petit. On le découvre sur cette image. 21 États ont été remportés par Donald Trump à 4h50. Et vous voyez, ça donne 210 grands électeurs actuellement pour le candidat républicain, alors que la vice-présidente et candidate démocrate compte, à l'heure qu'il est, 91 grands électeurs. Et si on regarde dans le détail, eh bien, il y a quelques minutes, Donald Trump a remporté le Kansas, 6 grands électeurs en plus pour l'ancien président. L'Ohio aussi est tombé du côté républicain avec 6 grands électeurs. Et vous allez découvrir ces résultats dans quelques instants, puisque l'Ohio aussi, 17 grands électeurs pour Donald Trump, cet État de 11,8 millions d'habitants qui a donc placé Donald Trump en tête. Le Mississippi aussi, un peu plus tôt dans la nuit, a largement placé Donald Trump en tête. Et si on regarde donc ce compteur, cela nous donne 210 grands électeurs pour l'ancien président Donald Trump. Alors que regardons désormais de l'autre côté, du côté démocrate, et bien cette fois-ci, Kamala Harris a remporté le Colorado, 10 grands électeurs, mais également l'Illinois. Les résultats sont toujours partiels, mais Kamala Harris arriverait en tête avec 55% des suffrages contre 44% pour Donald Trump. Et enfin, on vous l'annonce déjà depuis plusieurs heures maintenant, l'État de New York et ses 28 grands électeurs qui sont acquis donc à la cause de Kamala Harris. Mais on le rappelle, ce n'est pas parce que Donald Trump a 210 grands électeurs à l'heure qu'il est qu'il va remporter l'élection présidentielle, parce qu'il manque évidemment ces États clés, ces fameux swing states, et on n'a toujours pas à l'heure qu'il est les résultats de ces 7 États clés qui peuvent faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. Margot. Merci beaucoup Mathieu Karman. Ce chiffre clé, 270 grands électeurs, c'est donc le seuil à atteindre pour l'un des candidats pour devenir président ou présidente des États-Unis, avec ces fameux États pivots qui ne sont toujours pas tombés. Mais selon Elon Musk, eh bien, le résultat est déjà là, puisqu'il écrit sur Twitter, sur X désormais, Game, set, match, jeu, set, match, comme si Donald Trump avait déjà gagné. Et Elon Musk, est-ce que c'est une forme, selon vous, d'ingérence dans cette élection ? Il est très présent dans l'élection, c'est certain. Non seulement il est très présent, mais il a 200 millions de followers. Donc ça, c'est finalement très important. Non, c'est la suite de la logique. Il rejoue exactement le même jeu qu'en 2020. On commence par déstabiliser l'élection en disant qu'il y a du trucage, et après on s'affirme vainqueur assez tôt dans la soirée. C'est un moment ou un autre, récemment après Elon Musk, Donald Trump lui-même qui va s'affirmer vainqueur, peut-être en deuxième partie de soirée, on verra. Vous pensez qu'il peut s'exprimer, Jean-Claude Beaujour, aussi rapidement ce soir ? Il l'a fait. Il l'a fait en 2020. Il l'a fait à 2h30 en 2020. Mais est-ce que c'est un nouvel homme en 2024 ? C'est ça ma grande question. Vous savez, non, ça ne sera pas un nouvel homme. Je pense qu'il s'exprimera dès lors qu'il aura un certain nombre d'indicateurs assez précis. Il s'exprimera, peu importe le reste. Je pense que dans le profil de Donald Trump, et c'est aussi sa particularité, son tempérament, c'est qu'il avance et puis il voit. Il avance, il fait.
il avance à toute vitesse et peu importe la forme, peu importe le fait qu'on n'ait peut-être pas à ce moment-là, on n'aura peut-être pas tous les résultats, mais il dira, je vous jure qu'il vous dira, je pensais que, et j'avais tous les éléments qui me permettraient de penser que j'avais gagné. Et puis finalement, est-ce qu'il est tenu pour négativement comptable de cette précipitation? Non, puisque vous voyez bien qu'il finit par avoir une adhésion populaire. Est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle que Kamala Harris puisse encore l'emporter? Oui, compte tenu du nombre d'États qui manquent, y compris des États démographiquement importants comme la Californie, les trois États de la côte ouest, et les 7 États pivots dont les résultats restent à confirmer définitivement. C'est toujours possible. Il y a une fenêtre peut-être en train de se rétrécir, mais c'est absolument pas, il faut le dire, à 23h heure de Washington. Ouais. L'élection n'est toujours pas donnée ni à lui ni à elle. Oui, c'est vrai que techniquement c'est parfaitement possible. Après, c'est vrai que moins vous avez d'États gagnés, plus il ne vous reste qu'à miser sur ce qui reste. C'est la différence. Mais techniquement, oui. Oui, mais l'option numéro 1 de Harris a toujours été de gagner le Blue Wall. Ça a quand même été le plus crédible. Donc pour l'instant, le Blue Wall n'est pas tombé. On attend. Bien sûr. Et les stratèges de Kamala Harris rappelaient très clairement que le Blue Wall, donc Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie, c'était l'accès le plus facile pour les démocrates pour gagner cette campagne. Mais au vu des derniers résultats, avec les délais qu'on connaît, surtout dans l'État de Pennsylvanie et dans le Michigan, on risque d'avoir des résultats dans plusieurs heures, voire jours. Le problème de miser sur le Blue Wall, c'est démographiquement, ces 3 États ne lui sont pas donnés. Parce qu'il y a une démographie des classes moyennes, de classes ouvrières, une culture masculine, presque une caricature de la virilité à l'ancienne, de la virilité à la Donald Trump. Elle arrive avec cette déclaration, il faut que je l'emporte en emportant ces 3 États. On va voir, mais démographiquement, c'est pas donné le défi le plus facile à relever. Vous êtes d'accord, Jean-Claude Beaujour? Bien sûr, oui. Pardonnez-moi si j'ai posé mon micro. Oui, absolument. Elle avait une tâche difficile. Et puis, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que sa stratégie de campagne. Il y a aussi tout un contexte qui n'est pas facile quand on est candidat sortant. En tout cas, quand on est vice-président d'un candidat sortant, c'est toujours très compliqué. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les 7 swing states. C'est l'heure d'aller sur le terrain en Pennsylvanie, donc un des États de ce fameux Blue Wall. Avec vous, Hélène Bonnet, vous êtes en Pennsylvanie, un État clé, un État pivot qui pourrait potentiellement faire basculer cette élection. Oui, absolument. La Pennsylvanie, c'est vraiment l'un des États les plus scrutés de ces élections. Et pour le moment, il y a environ 60% des bulletins de vote qui ont été dépouillés. Et ce que l'on voit, c'est que Donald Trump est en tête. Alors, il est en tête de façon étroite, mais perceptible. 2 points d'avance sur Kamala Harris. Pour autant, rien n'est totalement joué, mais on comprend que la course va être extrêmement serrée pour la candidate démocrate. C'est ce que l'on nous dit ici. En revanche, les démocrates veulent continuer de garder espoir. Ils nous disent qu'il y a encore beaucoup de bulletins de vote à dépouiller, notamment les bulletins par correspondance qui sont très utilisés justement par les démocrates, et certains espèrent que le score de Kamala Harris va remonter dans les prochaines heures. En tout cas, ici, on suit cette soirée électorale. Regardez derrière nous avec des démocrates. On est au nord de Philadelphie. Je peux vous dire que quand on est arrivé, c'était plutôt calme. Et puis, au fil de la soirée, on a vu que les yeux se rivaient sur les écrans. Il y a eu des applaudissements quand Kamala Harris a remporté certains États comme New York, mais on sent aussi énormément d'inquiétude et de nervosité justement au fil de la soirée, avec ces décomptes qui montrent tout de même que dans Pennsylvanie, Donald Trump pour l'instant est en avance. Et voilà, ce que l'on sait en revanche, c'est que les résultats devraient tomber beaucoup plus rapidement qu'il y a 4 ans.
Merci beaucoup Hélène Bonnet avec Thibaut Bruck en direct. Nous allons vous retrouver évidemment dans quelques instants. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur LCI. La nuit américaine continue. Nous allons vivre ensemble un moment historique. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris va s'installer à la Maison Blanche pour les 4 prochaines années? Souvenez-vous ce que nous avons vécu pour en arriver là, ce matin en heure française, ce soir en heure américaine. Un candidat que l'on a essayé d'assassiner 2 fois, une candidate qui s'est retrouvée dans la course à la présidentielle alors qu'elle n'était pas programmée pour participer à ce moment incroyable. Il y a eu des rebondissements incessants au fil des dernières semaines et c'est ce soir le point d'orgue absolu d'une course à la Maison Blanche hors norme. Les États commencent les uns après les autres à se colorer de rouge, de bleu et nous allons petit à petit vous raconter ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle que l'objectif pour Kamala Harris et pour Donald Trump, c'est un chiffre magique, 270 grands électeurs. Les équipes TF1 LCI sont mobilisées partout sur le terrain aux États-Unis pour vous raconter comment la population vote, comment les candidats se préparent au cours de cette nuit à réagir, avec évidemment des lieux plus symboliques, plus importants que d'autres, les fameux swing states, ces États clés, ils sont 7. Ils vont décider ce soir du sort de cette élection. On regardera particulièrement ce que l'on appelle le mur bleu, ces 3 États du nord des États-Unis, avec notamment la Pennsylvanie. Je voudrais saluer nos invités ce matin. Bonjour François Clémenceau, notre éditorialiste. Hello. Côté Karl Hoffman, bonjour et bienvenue. Vous êtes président de Population Service International et ancien membre de l'ambassade des États-Unis à Paris. Et bonjour Bruno Cabane, bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Ohio University. Nous allons immédiatement, si vous nous rejoignez à un peu plus de 5 heures, nous allons immédiatement faire un point sur ce qui s'est déjà passé. Bonjour Benjamin Cruard, racontez-nous s'il vous plaît où en sont les 2 candidats à la Maison Blanche. C'était à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, Jean-Baptiste, vous voyez le décompte et vous voyez que en fait depuis le début de la nuit, c'est bien Donald Trump qui fait la course en tête avec ses 210 grands électeurs. Il n'est plus qu'à 60 grands électeurs de cette fameuse jauge des 270 et Kamala Harris, elle, pour l'instant, en est toujours à 91 grands électeurs. Écart important, un peu en trompe-l'œil, vous allez le comprendre en regardant cette carte des États-Unis qui s'est largement colorée de rouge. Ce sont les États traditionnellement républicains qui ont les premiers communiqué leurs résultats. La morale de cette affaire, c'est que dans leur bastion, les 2 candidats respectivement l'emportent. On peut prendre l'exemple par exemple de l'Iowa pour Donald Trump. On le disait, peut-être chahuté dans les sondages dans cet État traditionnellement républicain. Il l'emporte avec 56% et remporte donc les 6 grands électeurs. On peut aussi parler de la Floride pour Donald Trump, un État qui fut un temps un swing state, qui ne l'est plus. Vous voyez la Floride remportée par Donald Trump, alors que 97% des bulletins sont dépouillés. 30 grands électeurs pour Donald Trump. De la même manière, Kamala Harris, dans les bastions démocrates, l'emporte. On peut prendre l'exemple de l'État de New York. L'État de New York, 57% des voix pour Kamala Harris. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de surprise dans les fiefs. Ça va bel et bien se jouer comme prévu dans les 7 États pivots, les 7 fameux swing states dont on parle en permanence et qui se trouvent un petit peu à l'est, et également du côté de la Sunbelt et également du côté du nord et des Grands Lacs. Alors, l'information qui nous parvient à l'instant, et ça va être comme ça dans les heures qui viennent, c'est que la Californie vient de tomber. La Californie côté démocrate. On a l'habitude des 2 bords des États-Unis, si je puis exprimer ainsi, les 2 côtes qui sont souvent du côté démocrate, et puis le cœur du pays est rouge, couleur républicaine. La Californie, donc tout à gauche de votre écran, qui se teinte de bleu pour tomber du côté de Kamala Harris, lui apportant ses grands électeurs, 145 grands électeurs donc pour l'instant pour Kamala Harris. Il faut être extrêmement prudent, François Clémenceau, à 5 heures du matin, parce qu'on n'a pas dépouillé encore dans les États clés, parce qu'on va en dernier dépouiller les grandes villes et leurs banlieues dans lesquelles il y a le plus de population, qui sont traditionnellement plutôt démocrates, notamment pour les États du Nord. On est dans un processus normal, un rail normal, même si la Floride nous a interpellés. Oui, mais en même temps, pour l'instant, à ce stade, tout se passe normalement. Et c'est vrai que dans le dépouillement, on est toujours surpris par voir effectivement
les États républicains arriver en premier et gonfler la colonne rouge comme cela, c'est normal. Et en même temps, on voit aussi que dans le dépouillement, y compris dans les swing states, on voit effectivement Donald Trump passer en tête, puis Kamala Harris passer en tête. Et pourquoi? Mais parce que au fur et à mesure qu'on dépouille, on dépouille d'abord les comtés ruraux. Ce sont ceux qui sont les plus rapides, effectivement, pour cela, puisqu'il y a moins de population. Mais on dépouille en même temps le vote par anticipation. Et on a vu à quel point c'était important hier et avant-hier, lorsque des républicains et des démocrates massivement vont voter par anticipation. Et bien, lorsqu'on les dépouille, c'est normal. Et bien, ils passent leur temps finalement à donner des points à l'un et à l'autre. Et la dernière chose, c'est que on dépouille, selon certains États, le vote par correspondance à la fin. Et donc, il peut y avoir des surprises jusqu'à l'extrême bout du scrutin, lorsque on dépouillera enfin, en dernier, le vote par correspondance, et notamment celui des expatriés. Et puis alors, il y a une autre réalité qu'il faut tout de même rappeler. Monocaban, c'est Greenwich, et donc décalage horaire. Bien sûr. Il y a du décalage avec la côte ouest. C'est un gigantesque pays, évidemment, avec le décalage horaire, donc il faut prendre compte. Je voulais juste signaler quelque chose, parce qu'on est évidemment polarisé sur l'élection présidentielle, mais le Sénat est aussi un élément important. Bien sûr. À l'heure actuelle, d'après ce qu'annonce, je crois, CNN ou le New York Times, l'un des espoirs. Alors, rappelons un peu la situation. La Virginie occidentale, le candidat ne se représentait pas, et les Républicains viennent de prendre la Virginie occidentale, ce qui fait qu'ils n'avaient plus qu'une voix pour pouvoir obtenir la majorité. Si évidemment ils prennent la présidence, le vice-président devient président du Sénat, et dans ce cas-là, ils prennent le contrôle du Sénat. Là, le sénateur Ted Cruz, qui était un des espoirs finalement pour les démocrates, les démocrates espéraient, ce qui est un peu surprenant, mais éventuellement, c'était un des espoirs fragiles, mais des espoirs néanmoins des démocrates de faire tomber Ted Cruz. Là, Ted Cruz est réélu, donc ça devient de plus en plus difficile évidemment pour les démocrates de maintenir la majorité. Il faut attendre le Montana quand même. Si je traduis ça, Karl Hoffman, en langage grand public, ça veut dire que même si Kamala Harris l'emportait ce soir, si elle l'emporte, elle sera de toute façon dans une situation politique complexe. C'est une situation très complexe, mais très familière pour les Américains. En fait, recherchée par les Américains, on pourrait même dire. Parce que cette situation, avoir une partie du Congrès dans la main d'un parti et l'autre dans l'autre parti, et la Maison-Blanche dans l'un des deux, c'est plus ou moins normal pour l'histoire politique américaine. Alors, nous sommes sur le terrain, évidemment, tout au long de cette matinale et de cette matinée en direct, donc sur TF1 et sur LCI, dans les deux camps d'ailleurs, du côté de Kamala Harris et du côté de Donald Trump. Chez Kamala Harris, c'est Axel Monnier que nous retrouverons dans quelques instants, et nous allons tout d'abord à Palm Beach en Floride. Alors la Floride, qui par définition est un peu l'état de Donald Trump. D'ailleurs, Magali Barthez, bonjour Magali, c'est confirmé ce soir, c'est clairement l'état de Donald Trump. Oui, absolument. L'un des premiers résultats quand même qui nous interpelle, c'est que cette Floride, qui a longtemps été un État très indécis, là vraiment confirme son ancrage. C'est bien une terre républicaine. Donald Trump fait un véritable carton ici. En plus, dans la course au Sénat aussi, qui est extrêmement serrée, c'est aussi le républicain qui l'emporte. Et on voit bien à quel point les supporters de Donald Trump, qui sont en train de se masser, vous les voyez là, autour du centre de convention où Donald Trump va prendre la parole, sont confiants. Ils ne pensaient pas que ce serait aussi serré, c'est ce qu'ils nous ont confié à l'instant, mais ils restent très confiants, très optimistes. Donald Trump pour l'instant est toujours à Mar-a-Lago, il est en train de prendre connaissance des résultats avec son entourage le plus proche, avec sa famille, et il est prévu qu'il vienne donc s'exprimer ici dans les minutes qui viennent. Pour le moment, il n'est toujours pas parti, mais c'est vrai qu'on sent cette excitation qui est en train de monter, foule de ses supporters. Merci beaucoup Magali Barthez, Julie Janus, qui sont donc en Floride en direct pour nous, et vous allez suivre pour nous du côté de Donald Trump ces résultats. Nous allons faire quelques centaines, milliers de kilomètres vers le nord pour arriver ici à Washington DC, où la vice-présidente Kamala Harris a choisi de passer cette soirée électorale là où elle a suivi ses cours d'université à la Howard University, où on va retrouver Axel Monnier. Axel, quel est l'état d'esprit dans le QG de Kamala Harris? Eh bien, c'est un mélange de stress, d'anxiété pour les partisans de Kamala Harris et d'espoir. Ils savent que rien n'est joué, que les premiers résultats sont toujours en faveur des républicains. C'est ça, les soirées électorales. Ce sont des États ruraux avec peu d'électeurs qui sont vite dépouillés et qui donnent des avantages en général assez conséquents dès le début en faveur des républicains, et là en l'occurrence de Donald Trump. Ils savent qu'il ne faut pas paniquer, mais pourtant, vous savez, c'est normal. Ils se posent des questions, ils se demandent comment ça va aller.
Le fait que tout à l'heure Kamala Harris soit repassée en tête d'après les premières projections, mais dans un État qui est encore en train d'être dépouillé, la Virginie, ça a redonné un petit peu de baume au cœur à certains membres du public. Mais c'est vrai que là, les yeux sont rivés vers les écrans de télévision géants qui sont autour de nous et qui diffusent en longueur tous les résultats. La candidate, elle se trouve toujours dans sa résidence à quelques kilomètres d'ici, la résidence des vice-présidents. Elle y a passé toute la soirée avec ses équipes. Elle prépare, elle suit la situation, elle regarde les résultats, elle prépare probablement une prise de parole. On sait par exemple que le pool de journalistes qui la suit à l'année en permanence, 24 heures sur 24 quasiment, vient d'être appelé il y a à peu près 3 quarts d'heure sur place. Ça veut dire qu'elle devrait ne pas tarder à bouger de sa résidence pour peut-être venir ici. Ça, je vous le confirmerai probablement dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup Axel Monnier, Alexandra Poupon, en direct donc de la Howard University. Résultat qui nous parvient à l'instant. Nouvel État qui tombe dans l'escarcelle démocrate, c'est l'État de l'Oregon. L'Oregon, hein, il y a une erreur là, vous voyez la Géorgie, c'est l'Oregon avec ses 8 grands électeurs qui tombent dans l'escarcelle de Kamala Harris. C'est normal une nouvelle fois si vous êtes interpellé par l'écart que vous voyez à l'écran et l'avance significative de Donald Trump. Nous l'avons déjà expliqué, mais nous allons vous le rappeler tout au long de cette matinale et de cette matinée. Les États les plus ruraux sont dépouillés les plus rapidement et donc très très vite le compteur monte côté républicain, ce qui explique que Donald Trump était déjà à 214 grands électeurs, mais vous allez voir aussi que l'écart va se réduire au fur et à mesure que les heures vont avancer et donc ce nouvel État de la côte ouest qui se teinte de bleu pour Kamala Harris. Revenons en Floride. Américains trouvent que le pays va dans une mauvaise direction. Alors, après départ de Joe Biden, arrivée de Kamala Harris, vent d'enthousiasme, retour des bénévoles, des jeunes, ainsi de suite. Mais là, on dirait qu'on revient plus... autrement dit, c'est comme si l'effet Harris s'était essoufflé. Alors, l'autre chose, qui, évidemment, on sait que c'est pas terminé, mais cette idée selon laquelle les femmes dans les milieux conservateurs cachaient leur préférence pour Kamala Harris ou que la question de l'avortement allait faire surgir le vote des femmes très, très en sa faveur. Évidemment, les analyses ne sont pas terminées, mais ça ne semble pas se matérialiser jusqu'à maintenant. Alors, pour l'instant, c'est ce qui ressort. Après, quand la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan vont être décomptés, ben peut-être qu'on va expliquer pourquoi elle a gagné. Oui, c'est ça. On va avoir le temps de décanter, comme on dit, après l'élection pour voir c'est quoi les raisons derrière. Est-ce que toi qui es en Floride, est-ce que tu étais surpris de la victoire aussi rapide de Donald Trump et avec une marge qui est quand même pas mal grande? On se rappelle qu'il y a quelques années, la Floride, c'est un swing state, un État pivot, mais on est vraiment loin de ça. Ben oui, en 2000, on se le rappelle. En fait, si les votes avaient tous été comptés, c'est Al Gore qui aurait été président. Et ça s'est passé en Floride et c'est allé jusqu'en Cour suprême. Mais depuis, les démocrates ne comptent même plus sur cet État-là. Kamala Harris n'est même pas venue. Et par contre, tout d'un coup, il y a un sondage qui sort et puis, oups, les démocrates sont à 3%. C'est dans la marge d'erreur. Et il y en a qui fantasmaient sur l'idée de gagner la Floride. Mais honnêtement, je pense que ça fait longtemps qu'ils avaient abandonné ça. Autre chose, c'est que la rapidité, elle s'explique facilement. Les bureaux fermés à 7 heures et les votes déjà enregistrés, le vote par anticipation, devaient être comptés au moment où les bureaux finissaient. Donc, c'était attendu que ça sorte vite. Mais comme partout ailleurs, la victoire de Trump est un peu meilleure que ce qui avait été anticipé.
Oui, et là, bien sûr, tout va dépendre des 3 États. Le fameux mur bleu, à l'heure actuelle, quand on regarde ça, il y a un avantage du côté républicain. Là, la Pennsylvanie, Donald Trump mène à l'heure actuelle. Au Michigan, c'est Kamala Harris. Mais au Wisconsin, c'est Donald Trump aussi qui mène. Il y a encore beaucoup de votes à comptabiliser, là, notamment au Wisconsin, 38 %. Mais on ne peut pas faire autrement. Là, il faut le constater. Il y a une tendance lourde depuis le début de la soirée. La tendance lourde qu'on observe là, en ce moment, là, c'est que Kamala Harris fait mieux que Hillary Clinton en 2016, mais fait un petit peu moins bien que Joe Biden en 2020, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle est derrière Donald Trump. Elle fait un peu mieux que Clinton, elle fait un peu moins que Joe Biden, et c'est là qu'on se retrouve aujourd'hui. Ceci étant dit, CNN dit que Kamala Harris risque seulement de parler demain. Donc, de laisser passer la soirée, de parler à une foule ou à des caméras demain. En ce moment, c'est l'information qu'ils ont présentement. Ils disent qu'ils veulent laisser passer la soirée pour que tous les votes soient comptabilisés en Pennsylvanie, Comme Wisconsin, Clinton Michigan. l'avait fait aussi en 2016. Elle avait choisi de parler juste le lendemain parce que, justement, c'était serré. Mais c'est un peu, si on voit, je ne sais pas exactement si Trump va rafler tous les États, par exemple, s'il rafle le mur bleu, on va avoir un scénario qui ressemble à ce qu'on a vu, justement, en 2016 quand Hillary Clinton. Mais les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits. Et, par exemple, est-ce que le vote par anticipation a été compté dans un État comme le Pennsylvanie? C'est pas tout à fait clair présentement. Bon, alors, on continue de surveiller ça. Yves, dernière question. Tu es à West Palm Beach, un rassemblement républicain. Est-ce qu'il est possible que Donald Trump s'y rende ce soir? C'est ce que tout le monde attend. Je peux te dire qu'il y a des gens sur les coins de rue qui attendent de le voir passer. Il y a des femmes en grande quantité. Puis évidemment, personne ne va le déclarer. Et comme disent ses porte-paroles, ce que fait Donald Trump, il y a juste Donald Trump qui le décide. Mais on s'attend à ça. On s'attend à ce qu'ils n'attendent pas le fin comptage pour déclarer la victoire, pour 2 raisons. D'abord, pour déclarer la victoire qu'il estime avoir eue, et aussi pour préparer une contestation dans le cas d'une victoire très mince de Kamala Harris. Et on le voit, là, si jamais Kamala Harris gagne, ça va être très, très mince. Et les armées d'avocats sont déjà prêts, les documents sont déjà prêts, et donc les tribunaux vont être interpellés très rapidement. Donc, pour préparer ce terrain-là, il va la déclarer la victoire. Moi, je m'attends à ce qu'il parle avant midi. Merci beaucoup, Yves. Écoute, s'il y a d'autres développements, on te retrouve un petit peu plus tard à l'émission. Avec plaisir. On va retrouver maintenant, on reste sur le terrain, on veut savoir comment ça se passe. Là, on va dans un autre État clé, on vient de parler à Philippe Bonneville en Arizona. Là, on va dans le fameux mur bleu, la région des Grands Lacs, avec Annie Guillemette, notre journaliste Cogeco Nouvelles, qui est sur place dans un rassemblement. Est-ce que le moral est bon? Est-ce qu'on applaudit, on est content ou on est un petit peu déprimé dans ce rassemblement démocrate, Annie? C'est ça. Je vous rappelle que je suis dans un rassemblement démocrate et que ça va pas tellement bien. J'ai vraiment pas été invitée au même party que Philippe Bonneville, c'est certain. Il n'y a pas de bière à profusion et de sourires et de cris? Il y en a, mais on regarde au fond de son verre. Donc, c'est ça, là, les visages commencent à s'allonger un peu, les gens sont beaucoup plus calmes. Il y a eu un moment où on rêvait un peu. Et là, on dirait qu'on commence à se résigner. C'est pas encore la défaite. Il y a eu quelques éclats là, lorsque 2 sénatrices ont été élues, pas en Pennsylvanie, mais tout près, 2 femmes noires. Donc, pour eux, c'est des bonnes nouvelles. Mais ici, en Pennsylvanie, il y a seulement à Philadelphie et à Pittsburgh où c'est vraiment bleu de façon certaine. Ailleurs, il y a une grande tendance du côté des républicains. Et, bref, Donald Trump prend du terrain de minute en minute. C'est pas bon pour personne. J'ai rencontré 3 jeunes militants qui ont fait beaucoup de bénévolat et eux ont comme décidé de presque se résigner et de se féliciter pour leur campagne. Ils ont dit, on a travaillé fort, mais changer des idées